Alors, vous l'évoquiez, ensuite, vous êtes rentré au service de l'État pour devenir l'ambassadeur pour le numérique. Mais alors, quelle est exactement cette mission et sa transversalité qu'on peut imaginer très large? À mon arrivée dans l'État, elle est en 3 étapes. D'abord, j'ai rejoint pour une petite mission, mais géniale, qui s'appelait l'ouverture des données publiques. Et donc ça, c'était pousser les administrations à partager toutes les données qu'elles détiennent, à la fois parce que... Alors, il y a plusieurs manières. Il y a trois très bonnes raisons de le faire. On peut dire c'est bon pour l'économie. Imaginez une seconde la France sans les statistiques de l'INSEE, les prévisions de Météo France, les cartes de l'IGN. Toute l'économie s'arrête, en fait. Donc, oui, c'est ce qu'on appelle l'open data, c'est essentiel. Les données que fabrique l'État, c'est de la matière première pour tout le monde, pour toutes sortes d'innovations, et aussi pour un pays plus organisé, plus rationnel. Ensuite, c'est aussi une raison de démocratie, parce que ça permet aux citoyens de juger l'État sans être obligé d'écouter les raisonnements de l'État. Il dit, laissez-moi regarder. Je fais des calculs, je fais des règles de 3, donc c'est la liberté du citoyen de se faire un point de vue qui ne soit pas celui du pouvoir. Moi, je trouve ça magnifique aussi. Et mais troisièmement, et c'est peut-être ça qui a été le plus fascinant, en fait, c'est aussi un incroyable levier de modernisation de l'État lui-même, parce que, par exemple, quand je suis arrivé dans cette mission, tous les 3 ans, le ministère du Logement devait acheter la base de données des prix de l'immobilier aux notaires, qui sont quand même des officiers d'état civil, et comme c'était cher, il achetait que tous les 3 ans. Donc on faisait des politiques de logement avec des données obsolètes de 3 ans, pour ne pas dépenser les 300 000 € par an que ça coûtait d'acheter une base de données faite par l'action publique, en fait. Et on voyait comme ça des paralysies, des lourdeurs. Donc quand on dit vous êtes une personne morale unique et vous travaillez tous ensemble, les choses s'accélèrent et se fluidifient. Après, j'ai été le directeur de l'informatique de l'État, et puis on m'a demandé de prendre la tête de la diplomatie numérique. Les gens me demandent souvent ce que c'est que la diplomatie numérique, et comme la plupart des gens ne savent pas très bien ce que c'est que la diplomatie, tout court, et ne voient pas non plus, ils ne voient du numérique que la surface, une page web où j'ai un site internet, quoi. Ils n'imaginent pas la profondeur et le fait que pour poser des câbles, pour s'entendre sur un standard technique comme le protocole TCP/IP qui est au cœur d'Internet, mais pour standardiser les navigateurs Internet, pour échanger des données dans des formats interopérables, pour trouver les bonnes fréquences satellites, pour des centaines de décisions super importantes, il y a des accords internationaux. Et quand il y a des accords internationaux, il y a des négociations. Et quand il y a des négociations, il y a des diplomates. Et souvent, quand c'est des gros sujets, il y a un ambassadeur. Et donc, il y a, par exemple, à l'Union internationale des télécommunications, à l'ICANN, à l'Internet Governance Forum, des débats longs et compliqués et techniques et parfois confrontationnels parce que avec les Chinois, on n'est pas d'accord, avec les Russes, on n'est pas d'accord, avec les Américains, on se méfie, et donc on s'explique, quoi. Donc il y a une branche de la diplomatie qui s'occupe de ces négociations-là. Mais comme c'est le numérique, ça ne peut pas se contenter de ça, et c'est vrai que dans la diplomatie numérique, il peut y avoir aussi du bilatéral. On peut le dire maintenant, ce n'était pas secret, mais on n'en faisait pas des tonnes. Mais il m'est arrivé de conduire une délégation à Moscou pour leur dire on vous voit, il faut arrêter là, ce que vous faites dans nos réseaux, on ne l'accepte pas. Il m'est arrivé, au contraire, de chercher à renouer des relations avec certains pays grâce à des coopérations renforcées sur le numérique. Donc il y a aussi du bilatéral, de la vraie diplomatie au sens plus classique. Et puis, il y a un énorme volet européen parce que vous avez vu que l'Europe a construit au fil des 10 dernières années un cadre avec le RGPD sur les données personnelles, le Digital Service Act, le Digital Market Act, le AI Act sur l'intelligence artificielle. Mais vous pressentez, je crois, qu'entre les Nordiques suédois, les Latins italiens, les Balkaniques, la façade atlantique très libérale et commerçante, on n'est pas spontanément d'accord. Et en fait, en général, quand vous entendez parler d'une négociation à Bruxelles, il y a les négociateurs à Bruxelles, mais en général, il y a un gros travail de diplomatie entre capitales pour essayer de faire valoir son point de vue, de préparer. Diplomatie et lobbying. Par exemple, je crois quand même, sans tirer la couverture à nous, la France, que l'action de la France, ça outrepasse largement, c'est pas du tout que la mienne, mais on a vraiment travaillé à ce que les Européens finissent par comprendre qu'on avait besoin de quelque chose qu'il fallait appeler la souveraineté numérique européenne. Mais franchement, il y a 10 ans, c'était un gros mot. C'était tabou. Bon, là, dans les 2 derniers mois, M. Trump nous a beaucoup aidés, puisque là, les Européens deviennent tous gaullistes et les Anglais deviennent tous européens. Mais
les esprits étaient prêts parce que la France, pendant 10 ans, avait dit mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas construire une économie à un endroit où quelqu'un peut nous débrancher, même si c'est un ami, on ne peut pas considérer qu'on peut tolérer de telles dépendances. Alors c'est vrai que la souveraineté, je vous ai entendu le dire ou lu, c'est vrai qu'en France, quand on pense souverain, on pense au roi. Alors vous le dites vous-même, il y a la souveraineté de l'État, il y a la souveraineté des citoyennes et des citoyens. C'est pas toujours la même chose, et en fait, c'est une véritable citoyenneté qui nous intéresserait, notamment à la mesure de l'Europe. On y reviendra. Oui, là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'axe souveraineté, citoyenneté. D'abord, le mot lui-même, il est polysémique, et c'est vrai que dans les relations internationales, par exemple, historiquement, la souveraineté, ça veut dire que personne n'a le droit de se mêler de ce qui se passe à l'intérieur de vos frontières. Et souvent, les dictatures revendiquent le droit de faire ce qu'elles veulent au nom de la souveraineté. En plus, quand on parle de souveraineté numérique, pour la même raison, un certain nombre de régimes autocratiques ont dit j'ai le droit de dominer Internet comme je veux, de le censurer, de le surveiller, de l'effacer. Donc, spontanément, la souveraineté n'amène pas la démocratie. Mais vous pouvez voir en revanche à l'inverse que si la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, c'est le peuple souverain, et bien sans un État un peu costaud, il n'y a pas de démocratie. Si vous dites, nous, en Europe, on est attentif à la dignité humaine et on veut protéger la vie privée, par exemple, et si M. Zuckerberg et M. Musk vous disent rien à foutre, je fais ce que je veux, ben, vos citoyens ne sont pas respectés dans leur dignité de citoyens souverains. Donc en fait, il faut une sorte de capacité de faire valoir son point de vue pour que la démocratie soit démocratique. Et l'Europe est quand même, avec des difficultés et des polémiques et des tensions, mais le continent qui, à mon sens, essaye le plus d'aligner une sorte d'autonomie stratégique de l'Europe et de respect de la démocratie numérique pour ses citoyens. Il y a plein de problèmes, hein, mais si on compare aux autres grands ensembles, on est sans doute celui qui fait le plus attention à équilibrer tout ça. Et peut-être, pour finir, moi, l'enthousiasme de mes 20 ans, quand j'ai plongé dans Internet en 1995, c'était ce rêve d'un monde d'émancipation, en fait, d'un monde où l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, la possibilité de construire des coopérations, de rencontrer des gens, était démultiplié. Et pour partie, il a réussi, ce monde. Je trouve que mes enfants, par exemple, sont bien plus malines, éduqués, sensibilisés à ce qui se passe dans le monde et connectés à des tas de gens de toutes sortes de sociologie que je ne l'étais au même âge. Parce qu'Internet leur a ouvert, comme ça, un univers de possibles infini. Mais ça se referme, ça se capture. Ah ouais. Et maintenant, je crois qu'il appartient, je crois profondément, ça guide toute mon action depuis 30 ans, il appartient à l'action publique de construire à la fois les garanties des libertés numériques fondamentales et assez de puissance publique, notamment dans les relations internationales, pour pouvoir les imposer à des acteurs qui ne veulent pas les respecter. Alors je sais qu'il vous arrive de le rappeler, vous êtes finalement plus intéressé par la démocratisation des technologies plus que par leur émergence. À savoir, vous considérez que la première véritable démocratie, c'est peut-être pas l'Internet, c'est plutôt le personal computer, qu'on a pris ça comme ça dans les années 70, mais surtout 80. Et puis c'est un petit peu pareil avec l'Internet, entre l'Internet, le web dans sa première version, dont vous rappelez qu'il est inventé en Suisse et pas aux États-Unis, même si les chercheurs sont américains. Non, anglais. Oui. Le web, c'était Tim Berners-Lee et anglais, ouais. Mais je crois qu'il était américain, pardon. Merci de me corriger. Et finalement, la véritable démocratisation de l'Internet, elle vient surtout avec le Web 2, avec la multitude. Et vous en avez d'ailleurs fait un ouvrage écrit à deux avec Nicolas Collin, qui s'appelle L'âge de la multitude. Et cette multitude, elle va changer beaucoup de choses. Avant même les médias sociaux, hein. La multitude, elle arrive, je dirais, avec le web participatif, où on peut commencer à bloguer, etc. Mais avant même les médias sociaux, dont on reparlera avec le deuxième ouvrage, d'ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Donc cette multitude, elle va changer beaucoup de choses, y compris pour la démocratie. Elle va parfois renforcer des démocraties, elle va aussi parfois les malmener. Je pense à ce qui s'est passé notamment en Tunisie, en Égypte, etc. Cette multitude, elle va changer énormément de choses. C'est vrai quand même que on est tous les deux nés dans les années 60, donc on en a vu d'autres, et donc il y a une sorte de cycle de la hype des technologies
Donc au début, il y a toujours une sorte d'avant-garde qui dit regarde, c'est incroyable ce qu'on pourrait faire. Après, en général, il y a un rapport Gartner ou autre qui dit il va y avoir un marché de 3 000 milliards de dollars. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours 3 000 milliards de dollars. Et après, il y a un moment où on fait tous les fameux tech for good, là, et on dit regardez, c'est incroyable, on va faire des plantes qui poussent dans le désert, on va marcher sur la planète Mars, on va guérir le cancer, on va tuer la mort. Et puis après, il y a plein de problèmes. Et dans la deuxième phase de la hype, là, du moment des tech for good, le débat devient est-ce que cette technologie est bonne ou mauvaise? Et je pense que c'est un débat qui n'a pas tellement d'intérêt, en fait. Et je ne suis pas en train non plus de dire que la technologie est ni bonne ni mauvaise. Il y a un célèbre aphorisme très, très utilisé dans le numérique qui dit la technologie n'est pas bonne ni mauvaise et elle n'est pas neutre non plus. Mais en revanche, pendant qu'on débat pour savoir si l'IA c'est dangereux ou pas dangereux, pour savoir si la blockchain c'est bien ou c'est pas bien, on ne se demande pas comment on est en train de déformer les rapports de force et qui est en train de prendre le pouvoir. Et on ne le regarde jamais. Et s'il y a une constante dans l'histoire de ces technologies, c'est que quand elles émergent, on ne se dit pas mais qui est le propriétaire et quelles sont ses visées, quels sont les contre-feux démocratiques, qui décide à la fin. On ne se pose pas assez ces questions-là. Donc oui, la question de la gouvernance, de la propriété, de la démocratie est plus importante que la question du potentiel de ces technologies. Là, on vous parle d'intelligence artificielle. Moi, je peux vous dire, dans 2-3 ans, elle sera incroyablement sophistiquée. Vous pourrez lui demander d'écrire une lettre d'amour à votre place, elle le fera mieux que vous. C'est plié. Et donc, les gens qui disent, mais non, il restera toujours... ils ont tort. Elle aura des niveaux... De toute façon, si vous êtes capable de décrire une performance en disant qu'elle ne peut pas le faire, on saura le faire, parce que si on sait la décrire, on sait la faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais en revanche, il faut se demander si ça va être utilisé, par exemple, par un monopole qui va imposer un partage de revenus à toutes les industries de création, à toutes les industries pharmaceutiques, à toutes les industries du parfum, ou si ce sera décentralisé, il y aura de l'innovation partout. C'est super important de se demander ça. Il faut se demander si ça servira à nous transformer en esclaves de la machine. Aujourd'hui, par exemple, il faut l'avouer, il ne fait pas bon être un chauffeur Deliveroo. Il y a un rapport qui est sorti il y a un mois qui montre qu'ils ont perdu 35% de valeur du taux horaire en 4 ans. Parce qu'ils sont complètement... Et puis, comme vous le savez, parce qu'on commence à l'écrire, ils ne voient jamais un humain, ils reçoivent des menaces, des sanctions, des punitions, des incentives. Voilà ce qu'on a. La première rencontre avec l'intelligence artificielle, c'est ça. Et voilà ce que ça donne. Si on laisse faire, c'est le monde du travail tout entier qui va devenir un monde de nudge, de sanctions, de machin, sans jamais rencontrer un collègue avec qui on peut. Et ce projet politique-là, on peut aussi le combattre. Et on peut même faire des intelligences artificielles au service de l'inverse, au service de l'émancipation, de l'autonomie, de la relation. Mais il faut que quelqu'un décide de le faire et investisse là-dessus et qu'il y ait un projet. Et il faut se battre pour ce projet, quoi.